à regarder des divertissements, à scroller comme ça rend les gens idiots, ça les rend bêtes. J'ai 2 téléphones portables. J'arrive le matin, je me réveille, mon téléphone, je l'allume à 6 h du matin. C'est pour ça, des fois, j'ai un adhérent ou une adhérente qui va me dire « Ah, je peux pas venir ce matin, mais je suis déjà parti. » Okay. Je dis « Bon, bah, c'est pas grave. » Mais je me réveille à 3h30, mon téléphone, je l'allume à 6 h du matin quand je suis sur le chemin, quand je suis parti, à 5h30 plus exactement. Mais voilà, j'allume pas te laisse pas influencer. Au réveil. Est-ce qu'on a liké mon post, ma vidéo, mon truc? Waouh! Tu peux faire tous les séminaires, toutes les retraites possibles, écouter les meilleurs podcasts du monde. Qu'est-ce que tu en fais? C'est un chemin, on te montre le chemin, mais à un moment, il faut y aller sur le chemin. Il y a la course de l'homme, il y a la course des chevaux, il y a la course des rats. Les gens, ils courent après l'argent, ils courent après le bénéfice. En fait, il faut avoir ses priorités. Quelles sont tes priorités par rapport à ce que tu vis? Je me réveille à 3h, 3h30 du matin, c'est ma discipline, mais c'est pas une contrainte, parce que j'aime ce que je fais, et je fais ce que j'aime. Le pilier, je réitère, je maintiens, je persiste et je signe, c'est le sport. Il faut souffrir pour comprendre. Tant que tu ne souffres pas, tant que tu n'as pas pleuré, tu n'as pas trouvé. On est dans le m'as-tu vu, dans le « ouais, moi je suis... tu vois, c'est de la connerie ça. Il faut admettre qu'on a besoin de pleurer. On a besoin de rire, on a besoin de crier, on a besoin de chanter. Tu vois, les gens ne rigolent pas assez. Les gens, ils sont tous déconnectés, ils sont sur leur téléphone ou bien dans leur occupation. Ah, faut que j'aille au travail, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Respire, mec. Alors tout d'abord, merci de m'inviter. C'est très sympa de ta part. C'est un honneur de venir ici sur cette chaîne Motive-Action. Comme je te disais, je la suis depuis des années, depuis le début. Ça va faire bientôt 4 ans si je ne dis pas de bêtises. Tu es une source d'inspiration pour beaucoup de personnes. Donc encore une fois, un grand merci sincère d'avoir accepté de m'accueillir. Avec plaisir, j'ai reçu ton mail, ça fait quoi maintenant, quelques semaines, un petit moment déjà, ça fait un moment qu'on s'était au téléphone. On y est, on est face à face dans ce studio, donc un grand plaisir. Moi, ton mail m'a tout de suite convaincu, tu m'as partagé vraiment un résumé de ton histoire, très riche, beaucoup de hauts et de bas, mais toujours avec une bonne morale à la fin. Et aujourd'hui, du peu en tout cas qu'on a discuté jusqu'à présent, j'ai adoré. Je trouve ta vision des choses très riche, très complète, de par ton expérience, de par toutes les choses que tu as traversées. Donc vraiment un plaisir de t'accueillir aujourd'hui. C'est très gentil. Écoute Philippe, je te laisse la parole, présente-toi comme tu le souhaites, aborde les différentes phases de ton parcours. Il y a des choses que tu dis, il y a des choses que tu peux garder pour toi également, c'est comme tu le sens. Je te laisse la parole. Alors on va faire au plus simple. Qui suis-je? Je m'appelle Philippe, je suis né en 1971. Je suis un grand passionné de sport et d'action. Alors quand je dis action, c'est vraiment de l'action constructive, pour pas être dans un monde un peu angélique, pour dire positif, etc. C'est vraiment de l'action constructive. Parce que comme tu le disais si bien, dans la vie, il y a des hauts et des bas, ça fluctue. Alors la vie ne sera jamais ce qu'on attend d'elle, mais par contre, on se la complique. Alors je suis né en 1971, comme je te disais. Si on fait bien le calcul, j'ai un petit peu plus de 50 ans. Ma force de frappe, je dirais, c'est qu'on ne me donne pas mon âge. Pourquoi? Parce que je fais beaucoup de sport. Comme je te disais, encore une fois, je suis dans l'action. Donc le fait de faire beaucoup de sport, ça m'a poussé à un moment à être coach sportif pour vraiment partager cette envie, ce besoin de se dépasser pour être bien dans son corps, dans son âme, dans son être, dans son esprit. Voilà, donc j'en suis pas arrivé là tout de suite. Il y a eu un grand chamboulement dans ma vie parce que quand j'étais jeune, j'étais du côté obscur, on va dire ça comme ça. Alors, je ne regrette rien. Ce n'est pas non plus une fierté. Mais j'étais vraiment du côté obscur. On va appeler un chat ou un chien. J'étais un voyou. Donc je dis bien j'étais, je ne le suis plus. C'est pour ça la question vraiment, quand on demande à une personne de se présenter, c'est très complexe parce que essayer de se présenter en quelques mots, c'est très complexe. Donc comme je disais, j'étais du côté obscur. Je côtoyais des personnes, des voyous, des bandits. Donc, dis-moi avec qui tu traînes, je te dirai qui tu es. Vrai et faux.
Parce que souvent, on fait ça pour le m'as-tu vu, pour faire comme les autres. On va fumer, on va faire ça pour être comme les autres. On va sortir, on va aller en boîte, on va frimer, on va marcher comme un gangsta pour faire comme les autres. Donc, tout ceci a un prix. Qu'on y croit ou pas, la loi de causalité, le karma, chaque action engendre une réaction. Donc, l'action de mes conneries a fait que, à un moment donné, la connerie de trop a fait que je suis tombé en détention. Je suis allé en prison. C'était pas une superbe grosse connerie pour avoir un casier judiciaire à vie, bien au contraire. C'était vers quel âge? Alors j'avais 16 ans. Ok. J'avais 16 ans quand j'ai fait ma connerie. J'ai fait ma connerie à l'âge de 16 ans, sachant que c'était pas ma première. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Et arrivé à 18 ans, j'ai refait une autre connerie. Et cette fois-ci, la justice a dit, ça suffit. Philippe, on va vous mettre en détention. Sur le coup, quand on vous annonce cette nouvelle, ça vous fait un choc. J'étais pas prêt. Personne n'est prêt à aller dans l'enfer sur terre, j'ai envie de te dire. Sachant que j'étais à Lyon, à Saint-Joseph-Saint-Paul, c'était une des prisons de France les plus vétustes, les plus cradingues qui puissent exister. Aujourd'hui, elle n'existe plus. C'était vraiment sale. C'était vraiment l'enfer. Excusez-moi le terme, c'était vraiment le trou du monde. C'était vraiment... il fallait le voir pour le croire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce type de prison n'existe pas. C'était très sale, très crade. Un paroxysme qu'on ne peut pas imaginer. Donc je suis arrivé là-bas. Le mec, il arrive en prison. Il est dégoûté. Qu'est-ce que je fais? Je pleure. Je dis, mais non, c'est pas possible. Condamné, guilty, 15 mois de prison. On m'a condamné à 15 mois de prison pour une connerie de jeunesse. Voilà. J'en suis pas fier, je ne regrette rien, mais je l'ai fait, il faut assumer, il faut être responsable. Ok. J'ai quand même eu une éducation assez stricte du côté de ma mère. Alors j'ai quand même eu une éducation assez stricte du côté de ma mère, ce qui fait que j'ai cru que ma mère allait me renier, entre guillemets. J'ai fait une lettre à ma mère, j'ai dit, je sais, bon, si vraiment tu veux plus me voir, je comprendrai. Elle m'a dit, mais non, mais t'es fou, t'es mon fils. Ok. Tu resteras mon fils à vie, quoi que tu fasses. Avec amour, parce qu'entre ma mère et moi, il y a une grande complicité. Et donc, tant bien que mal, j'ai fait ma période de détention. Alors, bonne conduite, j'ai été relâché à mi-peine. J'ai fait 7 mois et demi. Au bout de ces 7 mois et demi, j'ai dit, plus jamais je revis ça. Donc à ma sortie, travail bien sûr, il faut se réinsérer dans la société de façon constructive et positive. Donc on arrête de traîner avec les voyous, avec les gens qui sont entre guillemets en marge de la société. Alors je ne leur jette pas la pierre, hein. Je ne suis pas en train de dire c'est bien, c'est pas bien, pas du tout. Chacun fait son choix. Moi en prison, j'ai eu le temps de réfléchir sur le devenir de ma vie. Qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je veux être? Comme je te disais tout à l'heure, aux enfants, on leur pose une question à l'école. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard comme métier? Ça, c'est la question qu'il ne faut pas poser. Il faut plutôt leur demander qu'est-ce que tu veux devenir? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux être? Qu'est-ce que tu veux devenir? À quoi rime cette question? Alors, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je veux être? J'aime le sport, j'aime l'action, j'aime le dépassement. J'ai voulu m'engager dans l'armée. Donc, j'ai fait un volontariat service long, un VSL. Vu que je suis de 71, j'ai fait le service militaire. Alors, j'ai fait 12 mois de service militaire et j'ai signé un VSL. Mais en fait, pendant ces 12 mois, je me suis aperçu que l'armée, c'était pas pour moi. Les valeurs, de mon point de vue, elles étaient biaisées. Et puis, je vais pas aller brandir une arme pour aller sauver une nation, une patrie. Voilà. Je vais pas trop rentrer dans les termes parce que voilà, on va pas non plus s'égarer. Mais ça me correspondait pas. Mais j'aimais ce côté un peu combat. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté action. Comme je dis, j'adore l'action. À ne pas confondre avec la réaction. De mon point de vue, l'armée, la guerre, c'est une réaction. C'est une réponse à une autre demande. De l'autre côté, il y a un camp, on fait ci, on fait ça. Non, il faut être dans l'action, il faut être positif. On est tous un, on est tous des hommes. Ça sert à quoi d'aller tuer un autre pour un morceau de terre? De mon point de vue, c'est ridicule. Après, je me suis dit, on va faire pompier.
Je dis, ah, pompier, c'est dur quand même, hein, aller sauver des gens. Mais c'est bien. Et puis de fil en aiguille, vu que je faisais pas mal de sport, j'étais qualifié 2 fois en championnat de France d'athlétisme. J'étais très bon dans cette discipline. Dans mes disciplines, merci. Son longueur, son hauteur. Ok. 100 mètres. J'ai dit, bon, on va faire du sport. Tous les mercredis, on faisait de la musculation et j'ai kiffé ça. Donc j'ai commencé avec les moyens du bord, je prenais du ciment, je faisais des haltères, voilà, parce qu'à l'époque, c'était pas évident, les salles de muscu, c'est pas comme maintenant. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai arrêté l'athlétisme et je me suis consacré uniquement à la musculation. Donc j'avais encore des choses à faire que je devais par rapport à l'État. Une fois que tout ça est passé, j'ai dit, bon, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être coach sportif. Mais à l'époque, devenir coach sportif, c'était le parcours du combattant. Donc j'ai commencé à m'inscrire, j'ai fait les recherches, c'était trop compliqué, trop cher surtout. Alors j'ai plaqué l'affaire et je suis allé travailler dans la vente. Donc j'étais vendeur à droite, vendeur à gauche. Et comme en France, un peu dans le monde même, hein, on aime trop mettre les gens dans des cases. Alors, qu'est-ce que tu fais? Je suis vendeur. Ou bien tu travailles où? Je travaille dans telle société. Ah, elle me dit, mais t'es vigile, parce que j'ai toujours été un peu carré. Non, je suis vendeur. D'accord, ok. Mais tout le monde me disait quand il me voyait, t'es vigile. Voilà, un black, un peu carré, il travaille dans un centre commercial. Voilà. Alors que non. Et puis à un moment, il y a une personne qui m'a dit, mais tu devrais faire du sport, toi. T'es trop bien bâti. On m'a proposé de faire des compétitions dans la musculation. J'aurais dit non, parce que c'est un domaine un peu particulier. Mais donc, comme j'avais un CPF, un compte pour faire une formation, du coup, j'ai dit, allez, je vais me lancer. Et peut-être 10 ans plus tard, à 40 ans, j'ai dit, je vais être coach sportif. Donc, quelques dizaines d'années plus tard, je me suis mis j'ai commencé à étudier. J'ai attendu. Et en 2015, j'ai passé le cap et je suis devenu coach en 2017. Depuis 2017, j'ai mon diplôme de BPGEPS. Et je suis devenu coach sportif. Donc aujourd'hui, je vis de ma passion. Je fais ce que j'aime ce que je fais. Ça fait 6 ans que je travaille à mon propre compte, en auto-entrepreneuriat. Je coach des personnes. D'accord. Au dépassement, un petit peu de programmation neurolinguistique, les aider à oublier ce qu'ils ont appris, intéressant, pour pouvoir retrouver une confiance en soi. D'accord. Je vais te poser la question, tu peux prendre ton temps pour y répondre. Comment, selon toi, quelles ont été les différentes phases par lesquelles tu es passé, les différents chapitres, même on pourrait dire, après toutes ces années, par lesquels Philippe est passé depuis ses 14, 15, 16 ans, depuis ce premier épisode en prison, et puis derrière cette remise en question profonde, ces différents métiers que tu as exercés, ces différents sports, jusqu'à aujourd'hui? Quelles sont les différentes phases? Même comment tu te sentais? Alors, c'est une excellente question. Pourquoi? Parce qu'avant d'en arriver à là, on a fait un saut quantique pour arriver de 16 ans jusqu'à 40 et quelques. Ça passe par une grande phase d'introspection, en fait. On se pose pas mal de questions, de savoir qui je suis, pourquoi je suis comme ça, pourquoi je suis allé chercher le côté bad, le côté du voyou, le côté obscur, on va dire. Pourquoi j'avais besoin de prouver ça ou ça aux gens, au monde. Alors, cette phase d'introspection, elle demande de se regarder dans le miroir, de se poser des questions, d'y répondre honnêtement, sincèrement, avec le cœur, et de dire voilà, je suis comme ça parce que ça. Je suis comme ça. Alors, pour résumer, on a tous des blessures d'âme. Alors, blessure d'âme, ça rime avec corps de souffrance ou bien encore un trauma. Toutes ces expériences de blessure d'âme, de trauma, elles sont faites dans l'enfance. On en a tous. Toi, moi, ceux qui nous entourent, ceux qu'on voit, ceux qu'on ne connaît pas, on en a tous. Cette étude de la psyché, de l'âme, l'étude de l'âme, la psyché, ça sort d'un trauma qu'on a eu dans l'enfance. En règle générale, c'est dans l'enfance. Pourquoi aujourd'hui je suis comme ça? C'est parce que dans l'enfance, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Donc,
Pour répondre honnêtement, moi, ma blessure d'âme, c'est que je ne connais pas mon vrai père. Je ne connais pas mon vrai père, mais j'ai été élevé, je dis bien élevé et pas éduqué, par une personne qui est mon père, qui n'est pas mon géniteur, mais que j'estime être mon père. Et cette personne m'a appris les valeurs de la vie, avec sa façon d'être, etc. Donc ma blessure d'âme, c'est que je ne connaissais pas mon vrai père, mon géniteur. Donc, t'as beau être fort, fier, mais en fait, il y a toujours un côté qui dit « Ouais, mais pourquoi t'es comme ça ?» Et en fait, quand j'ai découvert ça, quand j'ai accepté ça, des périodes de méditation, d'introspection, de recueil sur moi, de silence, je l'ai accepté, j'en ai pleuré et j'avance. Je vais revenir sur 2 points qu'on a abordés avant de lancer le podcast. Tu parlais des 7 questions. Et justement, ce que tu viens de mentionner, quand tu trouves la réponse, le déclencheur, généralement, comme tu disais, c'est que les larmes coulent. Voilà. Est-ce que tu peux revenir sur les 7 questions? Ça m'a beaucoup plu. Le pourquoi je suis comme ça, ok, pourquoi, etc., etc. Il faut être honnête avec soi-même, il faut être sincère, il faut que ça parte du cœur. Donc pour certaines personnes, elles vont dire oui, mais je sais, ok, tu sais, mais tu en fais quoi? Donc quand tu sais pourquoi je suis comme ça, donc tu te dis, je suis comme ça parce que voilà, j'ai vécu telle blessure d'âme. Cette blessure d'âme, on va parler de la mienne. Alors, je ne connais pas mon père. Ok, ça te fait quoi de ne pas connaître ton père? Mon père, je ne connais pas. Ah ben, je ne sais pas qui je suis réellement. Je ne peux pas mettre un visage sur cette personne. Ça te fait quoi? Troisième question, ça te fait quoi de ne pas pouvoir mettre un visage? Ça te fait quoi? Ça t'empêche de vivre? Ça te met dans le mal? Ça te met dans le bien? Eh ben, je ne sais pas réellement pourquoi cette personne a lâché ma mère. Ça te fait quoi de savoir que cette personne a lâché ta mère, etc., etc., jusqu'à la 7e réponse. Et cette 7e réponse, en fait, elle va te dire, ben, tu es comme ça, parce que voilà, tu as compris ça, mais maintenant, c'est ça. Je vais pas te dire quelle est ma 7e réponse, tu vois. Mais voilà, moi, j'ai conscientisé. Tu as trouvé cette réponse. J'ai trouvé cette réponse, je l'ai conscientisé. Donc, conscientiser, c'est-à-dire, je l'ai mangé, j'en ai pris le goût. Ça m'a donné des sensations dans le corps, bizarres, pas bizarres, transpiration, bien-être, pas bien, etc. Je l'ai évacué par les selles, par la transpiration, par les larmes. Et c'est là que tu trouves la solution qui va te permettre d'avancer. C'est pour ça qu'on dit, en règle générale, il faut souffrir pour comprendre. Et tant qu'on ne souffre pas, à moins d'être extatique, c'est-à-dire à moins d'être en joie. Oh, il m'arrive ça, c'est cool, c'est pas grave, c'est gentil. Ah, ça peut arriver, mais ça, c'est les maîtres ascensionnés. Ceux qui disent on pardonne ceux qui ne savent pas. Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas. Ça, c'est très rare, il y en a très rarement, c'est très rare. Hormis ça, il faut souffrir pour comprendre. Tant que tu ne souffres pas, tant que tu n'as pas pleuré, tu n'as pas trouvé. C'est pour ça, comme je te disais tout à l'heure, la première chose qu'on fait quand on vient au monde, on pleure. Parce que la vie, c'est ça. La vie n'est pas souffrance ou que souffrance. La vie n'est pas joie ou que de la joie. Mais la vie, c'est ça. Et tout passe par la respiration. Parce que pour le scientifique, le bébé, il pleure parce qu'il doit expulser l'air pour libérer ses poumons. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'on ne sait plus respirer. Et toutes ces questions, en fait, tout ce cheminement arrive par l'introspection, la méditation. Pour les personnes qui ne comprennent pas la méditation, on va leur dire qu'il faut faire de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est-à-dire je simplifie, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que tu vas faire une cohérence entre le cerveau et le cœur. Tu vas harmoniser le cœur et le cerveau et en fait, tu vas équilibrer ton corps, ton âme et ton esprit. Excellent, excellent. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le processus par lequel tu es passé après cet épisode prison, introspection? Combien de temps ça a duré? Quelles sensations tu as ressenties pendant cette période-là? Et qu'est-ce que tu en as tiré aujourd'hui? Qu'est-ce que le Philippe d'aujourd'hui ressent par rapport à cette période par laquelle tu es passé? Tu t'es peut-être
forcé à ressentir ces choses, tu étais peut-être conscient que tu devais passer par là malgré la difficulté, la pression, la douleur, tout ce que tu veux, toutes ces sensations. Comment ça s'est déroulé exactement, cette introspection? Mais en fait, ça part d'un mal-être à la base. Ce mal-être, c'est d'être du côté obscur. Je suis du côté obscur et déjà, il ne faut pas être dans le déni. Si tu es dans le déni, tu ne vas pas admettre que c'est toi qui es responsable de ce qui t'arrive et personne d'autre. Donc, mon géniteur n'est plus avec ma mère, mais ma mère a continué de sa vie. Elle-même, elle a trouvé un autre homme qui m'a accepté comme fils. Voilà. Donc, tout ça, moi, entre guillemets, je ne l'avais pas accepté. Mon inconscient ne l'avait pas accepté. Et une fois que moi, j'ai fait du détachement avec ça, j'ai appris, j'ai dit, ok, ça, c'est leur vie. Maintenant, je vais faire la mienne. Donc maintenant, il faut que ça, c'est sa vie. Il n'y a pas de mode d'emploi pour élever un enfant. Tu vois? Il n'y a pas de mode d'emploi. Et c'est pour ça, je dis que mon père, il m'a élevé. Il ne m'a pas éduqué. Élever, on va jouer avec les mots, c'est le pousser vers le haut. On va t'élever. Que ce soit bien ou mal, la façon de faire, c'est fait avec amour. Et ça se rejoint un peu sur comment je suis. Je suis une personne très dure. Je ne suis pas méchant. Je suis dur. Et même dans mes coachings, je suis très dur. Donc, il m'a fallu, je dirais, 5 ans. Okay. 5 ans déjà pour conscientiser ça, pour admettre que je suis le seul responsable de ce qui m'arrive. Passer par le pardon. Pardonner la personne qui a laissé ma mère. Lui pardonner, parce que si tu le pardonnes pas, tu te pardonnes pas. Et puis, en fait, les champs de vision, ils sont restreints. La route, elle est comme ça. Alors que non, tu peux aller là, tourner, revenir, repartir. Tandis que quand tu ne pardonnes pas, tu regardes juste devant, tu as des œillères et tu veux pas voir ce qui se passe à côté. Donc, j'essaye d'être le plus simple possible pour expliquer tout ça, parce que je te dis, c'est des discussions qui peuvent durer des heures et des heures. Parce qu'on est tous différents. On est tous différents pour savoir, il n'y a pas de processus tel qui va dire qu'il faut faire ci, il faut faire ça pour avoir ça. On est tous différents. Il faut juste savoir quel est ça ou quelles sont ces blessures d'âme, ces traumas. Et ça, en fait, on en a tous. Il y en a, je ne sais pas, ils ont été, on les a embêtés étant jeunes, l'autre on l'a traité de... On a dit, ouais, tes cheveux, ils sont comme ci, ou bien t'es couette, ou t'es noir, ou que sais-je, tu vois. Et en fait, on va dire, ouais, mais les gens, ils sont racistes. Ouais, mais les gens, ils sont cons. Ouais. L'être humain, il est insane, c'est comme ça. Ouais. C'est comme ça. J'aime bien cette métaphore, c'est pour ça que la première chose qu'on fait quand on vient au monde, on pleure. On pleure. Pas parce que la vie est joie, pas parce que la vie a souffrance. De mon point de vue, les pleurs, c'est une forme de joie, de réalité. La vie, elle est ce qu'elle est. Chez les bouddhistes, on dit tout passe. Tout passe. Que ce soit le bonheur, le malheur, tout passe. Et ensuite, c'est une question de perspective. Donc, il y a des personnes qui vont dire oui, mais c'est comme ça, oui, mais il est comme ci, oui, mais elle est comme ça. Alors que non. Chacun voit en fonction de son prisme, de sa. Oui. C'est une question de perspective. Il y a des personnes qui vont me comprendre, d'autres pas. De mon point de vue, le bien et le mal n'existent pas. Une personne, elle va faire le bien, de l'autre côté, sera perçue comme une chose mal, et vice-versa. Oui. Par contre, il y a du bon sens. Il y a du bon sens, il y a du cœur, et il y a du cerveau. C'est pour ça que je te disais, le sentiment et la pensée ne se rencontrent jamais. D'où l'importance de la cohérence cardiaque, qui amène à la méditation. Méditer, c'est hyper complexe. Donc, tu vois, ma réponse, elle est vague, entre guillemets, mais comment j'en suis arrivé à ce processus aujourd'hui, c'est parce que je suis passé par tout ça, par un processus de méditation. Mais il y en a, pour certains, la méditation, ça va être marcher, pour d'autres, ça va être lire, pour d'autres, ça va être faire du sport, pour d'autres, ça va être assis en lotus, ça va faire avec des mantras, et que sais-je, tu vois. La méditation, c'est pas ce qu'on pense, en fait. La méditation, c'est faire le silence en soi. Et apprendre à respirer, à canaliser son énergie. Ouais. Est-ce que tu as eu des modèles, des personnes qui t'ont influencé, qui t'ont guidé, qui t'ont amené à tous ces processus? Comment c'est venu à toi? Parce que après tant d'années, plusieurs décennies, moi je te vois, je t'écoute parler,
je vois comment tu vois les choses. Tu as créé ta propre philosophie. Oui. Tu es au clair avec toi-même. Tu as l'air très apaisé par rapport à ton histoire. Comme tu le disais tout à l'heure, tu as fait des erreurs. Tu ne le regrettes pas parce que ces erreurs ont fait de toi qui tu es aujourd'hui. Tu l'acceptes et tu vas de l'avant. Et je trouve ça super inspirant. Donc, quels ont été un petit peu tes éléments déclencheurs? Ben, tu l'as dit, je ne regrette rien. Déjà, il ne faut rien regretter. Mais il faut en être conscient. Il faut être conscient, c'est paradoxal ce que je vais te dire, mais il faut être conscient du bien ou du mal que je peux faire à autrui. Pour moi, ça va être bien, pour l'autre, ça va être mal. Il faut que j'en sois conscient. J'aime bien ce terme conscientiser, comme je t'ai dit, j'avale dans la processus. Mon idole, entre guillemets, c'est pas une idole. Mes emblèmes, on va dire, déjà c'est moi. Déjà c'est moi. Donc c'est pas l'ego surdimensionné. Il faut croire en soi avant de croire en qui que ce soit. Je ne crois en aucun dogme, tel qu'il soit. Par contre, je respecte tous ces dogmes, parce qu'il faut croire. C'est important de croire. Il faut croire. Si on ne croit pas, en fait, on est déshumanisé. On est désorienté, déboussolé. On ne sait plus où est le pôle Nord, le pôle Sud, voilà. On ne sait plus rien. On ne sait même pas de qui on est, nous. Donc, la religion, religar, l'étymologie, en gros, c'est relier le corps, l'âme et l'esprit. C'est pas un dogme qui dit qu'il faut faire ça, 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 pas ça, pas ça, pas ça, ou sinon tu vas faire ci, ça, tira là, là. Excuse-moi, c'est du bullshit. Maintenant, je respecte tout ça. Et c'est pour ça que un de mes emblèmes, c'est JK, Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, en fait, il a été éduqué. Je ne vais pas faire tout son... il y a Internet, maintenant on va chercher, c'est facile. Hein, Jiddu Krishnamurti. Jiddu Krishnamurti, en fait, il a été élevé par les théosophes qui ont vu en lui le prochain Messie. Le jour de son avènement, il a dit « Stop, arrêtez tout ça, c'est des conneries. Je suis une personne comme tout le monde. Mais crois en toi. » Donc il a fait énormément de conférences. Il est encore connu aujourd'hui, très respecté, pas de beaucoup de personnes, parce que c'était dans les années 80-70 où il a eu son apogée. Mais à la base, c'est un hindou qui est venu, qui a été élevé par des Anglais, etc. La société théosophe, voilà. Bon, voilà. Donc, je ne vais pas faire un épilogue sur Jiddu Krishnamurti, mais de mon point de vue, Jiddu Krishnamurti, c'est une personne vraiment éveillée. Et les théosophes ont vu en lui la réincarnation du Messie, de Jésus-Christ, etc. Voilà. Lui, il a refusé. Il a dit non. Pourtant, il a gardé cet enseignement qu'on lui a appris sur l'éveil. Qu'est-ce que l'éveil? Qu'est-ce que l'éveil? Et être éveillé, c'est juste être conscient de tout ça là. Le bien, le mal, on est tous un, on est tous connectés. Apprendre à pardonner, justement, c'est un des piliers de base, c'est le pardon. L'amour, c'est le premier. Voilà. On ne fait rien sans amour. Aime ton travail. Aime ce que tu fais. Aime ta femme. Maintenant, tu peux aimer plusieurs personnes, tu peux aimer plusieurs travails, mais sois honnête avec toi-même. Honnête avec toi-même. Si tu n'as pas d'amour pour toi, tu ne pourras pas aimer l'autre. Si tu n'as pas d'argent pour toi, tu ne pourras pas donner de l'argent pour les autres. Après, j'essaye d'être le plus succinct possible pour pas trop rentrer dans les ramifications, les détails, etc. Parce que, comme tu as pu le remarquer, je parle beaucoup, j'ai la parole facile. C'est un petit peu normal parce que j'ai toujours été intéressé par ce qui m'entoure. Je suis vraiment... moi, je suis né en 71. Je me rappelle, tous les mercredis, quand j'étais gamin, j'allais à la bibliothèque. Okay. J'adorais ça. Et j'apprenais surtout. J'ai toujours été fasciné par les extraterrestres, par les serpents, par les animaux. J'adore les animaux, les oiseaux. Et en fait, de fil en aiguille, voilà, tu apprends, tu tournes la page, tu lis. Voilà. Et donc je me suis intéressé à beaucoup de choses et je m'intéresse encore aujourd'hui à beaucoup de choses. Donc je ne prétends pas, je le maintiens, je le précise, je ne prétends pas avoir la réponse à tout. Je ne prétends pas avoir la raison. Je ne vais pas dire j'ai raison, tu as tort. Non, on a tous une façon différente de voir les choses. Par contre, oui, il y a des preuves scientifiques qui attestent que c'est comme
Avant, dans le Moyen-Âge, celui qui disait que la terre était ronde, il terminait sur le bûcher. Après tous ces différents chapitres, toutes ces différentes épreuves, ces remises en question, etc., aujourd'hui, à quoi ressemble ton quotidien? Alors, mon quotidien, je rigole d'avance. Je me réveille très tôt pour pouvoir justement avoir une journée la plus remplie, épanouie, constructive possible. Je fais ça depuis des années, depuis que je suis coach, depuis 2017. Je me réveille entre 3h30 et 4h du matin, automatiquement, sans réveil. Ok. Voilà. Des fois, je me réveille à 3h du matin, mais en règle générale, entre 3h30 et 4h. Qu'est-ce que je fais? Yoga, méditation, étirement, sport. Alors, les gens ils vont dire, mais le gars, il fait des dips, des pompes à 3h30 du matin. Oui, monsieur, je fais des pompes, des dips, des tractions à 3h30 du matin, des étirements, de la méditation. Et en gros, mes premiers coachings, ils sont à 6h du matin. Parce que tous mes adhérents, je leur dis, si tu veux vraiment y arriver, il faut être matinal. C'est le matin qu'on est le plus productif. Alors, j'ai un planning qui est très chargé. J'arrête mes coachings entre 14h et 13h30. Je rentre chez moi, je fais ma petite sieste. 18h, 17h, coaching jusqu'à 20h, 20h30. Et après, dodo pour se réveiller à 3h du matin. Bien sûr, là c'est une synthèse, c'est jamais linéaire. Hein. Donc, dans tout ça, il faut préparer à manger. Parce que se coucher à une telle heure et rentrer tard le soir, il faut être organisé pour pouvoir manger à l'heure, pour pouvoir se coucher. Je regarde pas la télévision. Depuis un petit moment, même avant depuis 2017. Pour moi, la télévision, elle est anxiogène. Ça partage des choses un peu bizarres. Il vogue sur tout ce qui est la peur. Par contre, je regarde Internet, ton podcast par exemple, comme d'autres. Hein, je regarde des choses qui m'instruisent, qui m'inspirent. Voilà. Tu parlais aussi des réseaux sociaux. Tu disais que tu es très peu présent sur les réseaux. Et quel est ton point de vue d'ailleurs sur les réseaux sociaux et l'impact que ça peut avoir sur les gens aujourd'hui? Alors, sans filtre. Les réseaux sociaux, c'est important dans le sens... Parce que c'est Internet. Internet, c'est une bonne chose. C'est une très, très bonne chose. Mais c'est l'homme qui en fait des choses, je mets bien entre guillemets, malsaines. C'est comme si tu écoutes tout le temps ta musique, tu es dehors, tu écoutes ta musique tout le temps. Quand quelqu'un va te parler, tu vas pas l'entendre. Tu n'es pas connecté à la réalité. C'est exactement pareil. Les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. Donc les gens, tu prends les transports en commun, parce que je prends beaucoup les transports en commun, les gens ne se regardent plus. Les gens, ils sont comme ça. Bientôt, on va découvrir une maladie du cou, des doigts, je sais pas. C'est ahurissant. C'est ahurissant. Donc, c'est une bonne chose, les réseaux sociaux. Quand tu vas pour faire ton business, pour gérer ton profit, tes adhérents, tes clients, ton entreprise. Mais à regarder des divertissements, à scroller comme ça rend les gens idiots, ça les rend bêtes. Et les gens, dans tout ça, ils ont oublié que il n'y a pas de complot, tu vois, de théorie de complot pour dire oui, on nous écoute, les cellulaires. T'as ton cellulaire, t'as ton téléphone, donc t'en as besoin. Un téléphone maintenant, c'est un ordinateur, t'en as besoin. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais avec cet ordinateur? Tu vas voir des films porno, ou bien tu vas regarder des trucs qui vont t'instruire, qui vont éveiller ta conscience. Voilà quoi. Donc tu m'as dit sans filtre, pour ça j'ai... voilà. Mais non, Internet, c'est de la connerie. L'abus d'Internet, c'est de la connerie. Les gens ne vont plus, ils prennent plus un bouquin, ils ne lisent plus. J'écoute beaucoup de podcasts, énormément. Parce que lire, c'est pas possible. Mais j'écoute beaucoup de podcasts, énormément. Okay. Il y en a des tonnes et des tonnes, des très bons ouvrages. Mais tout ce qui est, je ne vais pas nommer de sites en particulier, mais c'est beaucoup de la connerie. J'ai envie de dire, à qui profite le crime? Voilà, quoi. Mais sinon, non, les réseaux sociaux, non, c'est pas évolutif. Tu ne peux pas avancer avec les réseaux sociaux. Quand ils sont utilisés à mauvais escient comme ça, parce qu'il faut pas se leurrer, tout ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux, c'est du divertissement.
Et le divertissement, c'est là pour empêcher les gens à s'ouvrir l'esprit sur des choses vraiment importantes. J'ai 2 téléphones portables. Quand tu me demandais c'est quoi ma routine, j'arrive le matin, je me réveille, mon téléphone, je l'allume à 6h du matin. C'est pour ça, des fois, j'ai un adhérent ou une adhérente qui va me dire « Ah, je peux pas venir ce matin, mais je suis déjà parti. » Ok. Je suis déjà parti. Okay. Je dis « Oh, mais c'est pas grave, bon, ok. » Je reste positif, je peux dire « Ah, putain, tu fais chier. Ah, non, tranquille. » Ok, je dis « Bon, bah, c'est pas grave. » Mais je me réveille à 3h30, mon téléphone, je l'allume à 6h du matin, quand je suis sur le chemin, quand je suis parti, à 5h30 plus exactement. Mais voilà, j'allume pas Tu te laisses pas influencer. Au réveil. Est-ce qu'on a liké mon post, ma vidéo, mon truc? Waouh! Vis ta vie, laisse les réseaux, il y a des... Et puis, même les podcasts, même les choses instructives peuvent devenir du divertissement et de l'abrutissement. Tout à fait. C'est comme si on était à la quête de l'information qui allait révolutionner notre vie, alors que comme on en parlait plus tôt, on a toutes les réponses en nous-mêmes. Et les choses, peut-être que tu vas tomber sur un discours, même ma chaîne, je le dis tout le temps. Mon but n'est pas que tu deviennes accro à mes vidéos, que tu les regardes religieusement tous les 3 jours et que tu ne fasses rien à côté. Très bien. À la limite, prends les 5 meilleures vidéos de ma chaîne, de n'importe quelle chaîne, n'importe quel podcast, étudie-les, apprends-les par cœur si c'est ce dont tu as besoin, et vis ta vie. C'est ce que je disais tout à l'heure quand on discutait. Je disais, tu peux faire tous les séminaires, toutes les retraites possibles, écouter les meilleurs podcasts du monde. Qu'est-ce que tu en fais? C'est un chemin, on te montre le chemin, mais à un moment, il faut y aller sur le chemin. D'où il y a le savoir et la connaissance. Le savoir n'est pas la connaissance. On le sait, c'est bien, tu sais ça. Comme tu disais, mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu le mets en pratique? Une fois que tu le mets en pratique, est-ce que tu t'y tiens? Est-ce que tu gardes cette discipline qui fait peur aux gens? Le mot discipline fait peur aux gens. Et pourtant, pour y arriver, pour gagner de l'argent, on va dire, pour être bien, j'aime pas trop ce terme gagner de l'argent, parce qu'après les gens, en fait, justement, on a besoin d'argent. L'argent est un outil, on en a besoin pour construire des choses, pour avancer. Mais il y a une course, comme Bob Marley disait, rat race, la course du rat. Il y a la course de l'homme, il y a la course des chevaux, il y a la course des rats. Les gens, ils courent après l'argent, ils courent après le bénéfice. Et en fait, ils en sont déshumanisés et on confond le leader et le patron. Le leader, il va se mettre la main à la pâte, il va aider, il va pousser le chariot avec les autres. Le patron, il va se mettre sur le chariot, il va dire « Allez-y, poussez ». La différence, elle est là, la nuance, elle est là. Il y a une frontière, elle est infime, cette frontière. Elle est infime. Mais voilà... Il faut faire attention à tout ce qu'on entend et voit sur Internet. Maintenant, il y a des bonnes choses, il y a des très bonnes choses. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Tout à fait. Je ne sais plus c'était quel gourou qui disait ça. On va rentrer dans une période d'information vaste. Mais qu'est-ce qu'on va faire de toute cette information? Comment on va la digérer? C'était ces mots exacts. Comment vous allez digérer toute cette information? C'est énorme, quoi. Qu'est-ce que tu penses du concept de tout couper ou au moins réduire au maximum le temps que l'on passe sur les écrans? En fait, il faut avoir ses priorités. Quelles sont tes priorités par rapport à ce que tu vis, par rapport à ton existence? Moi, je me réveille le matin, donc j'ai pas besoin des réseaux sociaux le matin. Je regarde les éphémérides le matin. J'aime bien regarder le prénom, ça signifie quoi, voilà, les saints, etc. Je te dis, j'apprends, j'aime bien. Mais les réseaux, entre guillemets, il faut les mettre quand on a donné dans son planning, tu as planifié ta journée, tu dis bon, entre midi et 2, je vais sur les réseaux. Ou bien, peu importe, hein. Mais il faut planifier, il ne faut pas y aller comme une envie de fumer une clope. Instinctivement, voilà. Réaction. Non. Il faut pas être... Et pour ça, il y a des processus, c'est-à-dire qu'il faut enlever les notifications, il faut mettre une sonnerie discrète, parce que des fois on en a besoin quand même, on ne sait pas ce qui peut se passer, donc tu as besoin de ton téléphone, on en a besoin quand même, hein. On en a besoin. Tant que tu vis pas sur une montagne, comme je dis, tout en haut de la Bolivie, où tu n'es plus dans le système, tu as besoin de ton téléphone. Voilà, il ne faut pas se leurrer non plus, mais il ne faut pas tomber dans le la surconsommation. Voilà, la surconsommation. L'abrutissement. Tout à fait. On parlait tout à l'heure de discipline. Mm-hmm. On a besoin de discipline pour que ce soit gérer un business, son entreprise, avec ses enfants, ses parents, sa femme, ses amis, tout
tout est une question de discipline. Tout est géré par la discipline, et cette discipline, elle est dans l'inconscient, parce qu'on croit qu'on prend nos décisions consciemment, mais on les prend dans l'inconscient. C'est pour ça que j'aime bien cette métaphore simple. Je me dis, je vais essayer de mettre des choses assez simples pour que ce soit compréhensible par tout le monde. Ça sert à rien de prendre des mots galvaudés, ça sert à rien de prendre des mots alambiqués, parce que justement les mots sont galvaudés. Donc ça sert à rien. C'est quoi pour toi la discipline? La discipline, je me brosse les dents le matin, le midi et le soir. Je réfléchis pas, je le fais. La discipline, c'est ça. Si je me brosse les dents, c'est parce qu'il faut me brosser les dents, sinon tout ce qui en découle, rage de dents, abcès, caries, ça joue sur le cœur, etc. Tu dois te brosser les dents tous les jours. Point barre, réfléchis pas, brosse-toi les dents tous les jours. Et cette discipline, c'est une métaphore, hein, mais cette discipline, elle s'applique à tout. D'où l'importance de faire du sport. La discipline, pour moi, c'est ça. Donc, je me réveille à 3h, 3h30 du matin, voilà. C'est ma discipline, mais c'est pas une contrainte. Parce que j'aime ce que je fais, et je fais ce que j'aime. Donc pour certains, ils vont dire, mais t'es fou, mais t'es fou. Dès qu'on te dit t'es fou, c'est que tu es sur ton chemin de vie, tu es dans ta bonne direction. Tant qu'on te dit pas t'es fou, ouais. Les gens, ils sont là, ils te caressent dans le sens du poil. T'as raison. Non, t'es fou, mais t'es malade, mais t'es un fou, toi. Voilà. Mais par contre, il faut pas le faire dans l'attente, dans l'objectif de dire, je veux qu'on dise que je suis fou. Il faut le faire parce que tu aimes ce que tu fais. Et si tu aimes ce que tu fais, tu vas même pas voir le côté négatif qu'on pourrait voir. Parce que tout est... Il y a le pour et le contre, le bon, le mauvais, etc. On vit dans un monde de polarité. Et encore une fois, c'est par rapport au prisme de ce qu'on peut voir. Le yin et le yang, ils sont indissociables. On ne peut pas enlever le bien, on ne peut pas enlever le mal. C'est un même tout. C'est la même pièce. C'est pareil. C'est pour ça que je dis que le bien et le mal n'existent pas. Et cette discipline, elle s'applique à tout. Et si tu n'es pas discipliné dans tes actions, ta vie ne sera pas régie par le sentiment d'amour, de réussite, de concrétisation de tes objectifs. C'est pour ça qu'on arrive au pouvoir illimité. Quand tu as le pouvoir illimité, ça veut dire que tu as mis de la discipline dans ta vie. Tu veux perdre du poids, mange moins. Tu veux être en forme, fais du sport. Mais pas une semaine, pas un mois. C'est pas quand tu commences à avoir les résultats au bout de 3 mois, tu dis « Oh, c'est cool, allez, je reprends ». Non, là, c'est pas de la discipline. Là, c'est pour avoir ton summer body, pour avoir ton truc, pour frimer devant sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est du bullshit, c'est du... Voilà, non, c'est de la connerie, ça. Discipline, c'est tous les jours, du début jusqu'à la fin. Il y a des personnes qui vivent... il y a des pays où il y a le taux de mortalité le plus bas, des centenaires. C'est des personnes qui font justement ce qu'ils aiment. Il y a un bouquin qui parle de ça, c'est l'Ikigai. Quand tu connais ton Ikigai, ton chemin de vie, encore une fois, j'aime pas trop employer ces mots parce que voilà, c'est galvaudé, ça veut plus rien dire. On n'a pas de chemin de vie. Chemin de vie, ça voudrait dire que je suis né, je dois faire ça. Non, on n'est pas dans des cases. On n'est pas d'un carré ou un rond. Tu peux être un carré, demain tu vas être un rond. Et le surlendemain, tu vas être un triangle. Donc, on est vraiment tous différents et on doit faire ce qu'on aime. En France, il faut que tu fasses un métier et que tu restes jusqu'à la fin. Retraite, non. Aux États-Unis, par exemple, tu vas faire 150 métiers. Voilà. Ouais, tu as tout appris, tu as tout fait. Voilà. Et tu es épanoui à chaque fois. Quand ça ne te plaît plus, tu changes. Parce que tu fais ce que tu aimes et tu aimes ce que tu fais. Et donc voilà, quand tu connais ton Ikigai, pour ça, encore une fois, avec Internet, tu cherches Ikigai, tu regardes, tu as un cercle. Qu'est-ce que tu es capable de faire gratuitement? Cette chose que tu es capable de faire gratuitement, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'argent, entre guillemets. Parce que tu vas le faire tellement avec passion, avec extase, tu vas le faire avec tout ton amour, tellement tu le feras bien, ça va te ramener des bénéfices. Voilà. Quel serait ton conseil pour un garçon, une fille qui est sur le point de sortir de l'école, qui va rentrer dans la vie active, qui peut-être vient de décrocher son diplôme ou pas, de le rater, qui entre dans la vie active et qui se sentirait un petit peu perdue, qui ne sait pas trop où elle doit aller? Alors, encore une fois, c'est ma perspective. Hein. De mon point de vue, l'école en France, elle n'est pas bien... Le système est très mal foutu.
Il se fut un temps, je donnais des cours, vu que je suis prof de sport également, je donnais des cours de sport à des petits. Et je leur ai mis la méditation en place. Au début, oh, je veux pas, j'aime pas, je veux être assis. Quand c'est bien mené, il y a un cadre qui se fait. Et quand tu commences à te connecter à ton être, tu sais ce qui te va ou ce qui ne va pas. Et ils me l'ont tous dit. Et même les profs, les autres, ils me disaient, mais tes cours, ils sont super bien. Déjà, à l'école, on devrait mettre des cours de méditation en place. Ça va apprendre aux enfants, qui sont les hommes de demain, les futures générations, à réfléchir par eux-mêmes, à ne plus se laisser influencer, être reconnecté à soi-même. La personne qui sort de l'école, de son parcours, qui ne sait plus trop quoi faire parce qu'elle a fait un cursus scolaire pour avoir tel diplôme, mais elle n'aime pas ce qu'elle fait. Eh ben, j'ai envie de lui dire à cette personne, fais des formations, change, n'aie pas peur du qu'en dira-t-on, fais ce que toi tu aimes. Parce que c'est vraiment, c'est un basique, c'est une fondation. La solution, elle est en nous, elle est pas sur un enseignant, un prof. C'est pour ça que j'adore la psychologie un petit peu, le côté réflexion, tu vois. Il y a des grandes personnes qui ont fait des ouvrages explosifs là-dessus, comme Sigmund Freud par exemple. Mais tous ces gens-là, en fait, maintenant, quand on prend leurs ouvrages, la personne qui va ouvrir, elle va dire, bon, lui, il parlait beaucoup des plaisirs sexuels, machin et tout. Mais tout ça, c'est de l'énergie, en fait. C'est de l'énergie. Et cette énergie, en fait, si elle est mal gérée, tu peux faire tout et n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment se former, apprendre, s'instruire, réfléchir, et je dis bien par soi-même. Bien sûr, il faut que tu aies un mentor. Il faut que tu aies une personne, que ce soit Rocky ou Jiddu Krishnamurti, tu vois. J'ai fait exprès de passer d'un extrême à un autre. Rocky, qui est une personne de fiction, qui a quand même été inspirée par un personnage réel, ou Jiddu Krishnamurti, qui a vraiment eu le parcours très cadré, voilà. La finalité, elle est la même. Où est-ce qu'on va? Au même endroit, à la réussite, au bonheur, à la recherche du bonheur. Donc la personne qui sort de l'école, qu'est-ce qu'elle doit faire? Pour trouver son bonheur, il faut qu'elle se questionne en elle-même, en fait. Donc, faire des recherches sur vraiment ce qu'elle veut faire, ça passe par l'ikigai, par l'introspection. Et puis voilà, quoi. Hein. Et puis, pas avoir peur de remettre ses précédents choix en question. Ah ouais. C'est ce que je te disais. Hein. Tu peux être un rond, le lendemain, tu vas être un carré. Si tu as dit ça hier, tu peux dire le contraire le lendemain. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Là, on commence à rentrer dans une ère d'éveil des consciences. Les gens, ils commencent à voir. Tu sais, ça fait des années que ça commence à perdurer. D'où ces périodes un peu bizarres qu'on est en train de vivre. De guerre, de révolte. Tu vois, un peu de partout dans le monde. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça fait, on va dire, 20 ans, une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, les gens commencent à se réveiller. Et j'ai toujours dit, je ne serai plus là, hein, c'est pas maintenant, c'est dans 3 ou 4 générations que les gens ils vont vraiment comprendre ça. Parce qu'on est en train d'y arriver. Avec Internet, etc. Il y a des bonnes choses qui circulent quand même. Et il faudrait déjà que les gens ils retrouvent la confiance en eux. Donc ça passe par la respiration, par la méditation, par la cohérence cardiaque. Parce que tu vas leur dire méditation, ils vont dire « Ouais, mais moi j'arrive pas à m'asseoir en lotus ». Donc la cohérence cardiaque, c'est ce qui permet d'équilibrer le cerveau et le cœur. Il me semble que je l'ai dit tout à l'heure. Et ça, en fait, ça conduit à un état méditatif. La méditation n'est pas ce qu'on en pense. Pour une personne, ça va être du sport. Pour l'autre, ça va être lire un bouquin. Il me semble que je l'ai déjà dit, mais je le redis, c'est pas grave. Hein. La méditation n'est pas ce que l'on pense. On croit que la méditation, c'est être assis, être sage, faire des... C'est pas du tout ça. C'est une forme de méditation. Comme le yoga, il existe des centaines de formes de yoga. C'est pour ça ça a été un peu simplifié pour que ce soit compréhensif, tu vois. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Et pour résumer, la solution, elle est en soi. Mais pour ça, il faut se regarder dans le miroir. Se reconnecter avec la réalité. Et quand tu te regardes dans le miroir, je dirais même c'est le miroir de ton âme.
C'est pour ça qu'on dit que les yeux sont une porte ouverte vers l'âme. Le scientifique, il va dire l'âme n'existe pas. Pourtant, l'âme existe. C'est pour ça que il a été découvert que les animaux ont une âme. D'où mon parcours du côté alimentation. Je parle pas de régime, je parle pas de régime parce que j'aime pas ce mot-là. Mon régime alimentaire, j'aime pas ce mot-là, je suis vegan. Mais je vais jamais dire à une personne de ne pas manger de viande. Jamais. Par contre, je vais lui dire, est-ce que tu es capable d'égorger un animal, de le tuer et de le manger? Donc, dit comme ça, c'est beau. Mais il faut l'égorger, il faut le tuer. Tout dépend de l'animal. Ensuite, il faut le nettoyer. C'est une odeur, il faut enlever le sang, etc. Il faut mettre la main dedans. Et puis, il faut le préparer. Il faut... Voilà. Et puis, quand tu as fait ça, il faut manger tout de cet animal. Le nez, la cuisse, etc. Chaque partie du corps. C'est pas, non, moi, j'aime que le blanc de poulet. J'aime que le... Non. Et quand tu fais ça, les personnes, parce qu'il y a des personnes qui le font, les indigènes, ils remercient l'univers, le Seigneur, on l'appelle comme on veut, on remercie. C'est un peu comme dans Avatar. Dans Avatar, à un moment, il tue une bête pour se défendre. C'est même pas pour la manger, c'est pour se défendre. Et puis après, il dit non, attends, on va faire une prière quand même. Et en fait, on est dénaturé, on est déshumanisé. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on mange, en fait, ça nous calcifie la glande pinéale. Et la glande pinéale, en fait, c'est ce qui nous permet d'être en osmose avec la nature. Quand on n'est plus en osmose avec la nature, on est dénaturé. C'est pour ça que je me réveille, entre guillemets, à 3h30 du matin. Je me réveille, j'ai fait mon cycle. Okay. Tu vois. Et il y a beaucoup de choses qui calcifient la glande pinéale, comme le fluor, par exemple. Okay. Le fluor calcifie la glande pinéale. Chez les Égyptiens, la glande pinéale, elle est représentée avec le troisième œil. Voilà. L'hypophyse, du côté de l'hypophyse. Mais voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les termes, parce que je t'ai dit, ça ne sert à rien, sinon on va rester là pendant longtemps encore. Mais la glande pinéale, c'est vraiment ce qui te permet d'être en osmose avec la nature. La nature, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Les éléments, les 5 éléments que Einstein a remis, l'éther, qu'on ne voit pas. L'éther, c'est, on va dire, c'est ce qu'il y a dans l'air, c'est un peu le truc qu'on ne voit pas. J'aime bien cette métaphore, le poisson, il est dans l'eau, mais il ne sait pas qu'il est dans l'eau. Ben, nous, c'est pareil, on est dans l'éther, mais on ne sait pas qu'on est dans l'éther. Et l'éther, en fait, c'est ce qui propage, c'est ce qui partage l'information. C'est pour ça qu'on parle de phéromones. Par exemple, on va dire, oui, il y a de vibrations. Ouais. On va dire, ouais, telle vibration, ça fait ça, oui. Il y a une personne qui est énervée, qui rentre. Avant même qu'on l'ait vue, on sent qu'il y a quelque chose dans la pièce. C'est ça, en fait, parce qu'elle partage cette information. Il y a un reportage qui parle de ça un peu, c'est la mémoire de l'eau. La mémoire de l'eau, et ça a été prouvé encore une fois, que l'eau partage une information que toi, tu vas lui donner. Donc, sachant que nous, on est fait, entre guillemets, à 70% à peu près d'eau, donc on partage cette information, on récupère cette information, on la donne. Comme okay. La Terre fait plus de 70% d'eau, et on l'appelle la Terre. Tu peux parler un petit peu de l'anecdote que tu m'as citée avant le podcast, quand tu étais plus jeune, qui t'a marqué et qui a fait que tu as pris cette décision, oui. alimentairement parlant? Alors, tu sais, je suis d'origine antillaise, et je me rappelle, on allait aux Antilles, étant jeune, et puis ma mère m'a dit, bon Philippe, viens là, faut aller tuer la poule, faut que tu sois un homme. J'ai dit, ah bon. Tu avais quel âge là? Bon, je devais avoir 13 ans, 14 ans, quelque chose comme ça. Peut-être un peu plus jeune. Ma grand-mère maternelle avait une ferme avec plein d'animaux. Sans compter qu'une fois même, un de mes oncles m'avait enfermé dans là où il y a tous les porcs. Je me rappelle, j'ai pleuré comme pas possible. Bref. Et ma mère me dit, viens, faut que tu sois un homme. On va tuer la poule. J'ai fait, ah bon, être un homme, faut tuer une poule pour être un homme? D'accord. Alors on y va, on la prépare, on la saucissonne, tout, pour pas qu'elle s'envole, qu'elle parte. Mais l'animal, il sent qu'il va se faire tuer. Il m'a chié dessus. Et je t'assure, ça peut faire rire, hein. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal. Je l'ai fait. Je lui ai passé le coude sous le cou, tu vois. Enfin, ma mère me dit, tiens-la bien, tiens-la bien. Mais franchement, ça m'a... Comme je te disais, les blessures d'âme, ça en fait partie. Je l'ai guéri, je suis devenu vegan, tout simplement.
Maintenant, encore une fois, je ne vais jamais dire à quelqu'un « ne mange pas de viande, ne fais pas ci ». On est tous différents. Bientôt, on sera 8 milliards de personnes sur Terre. Il y a 8 milliards de façons de penser. Et il n'y en a pas une qui est meilleure qu'une autre. Tu vois? Mais il faut être conscient quand même de ça. Est-ce que toi, tu es capable de prendre un animal, de le tuer, etc., etc., etc. Moi, personnellement, non. Je n'en suis pas capable. Pourquoi? Je suis vegan. C'est pas pour la planète, etc., etc. Non, c'est pour l'autre, c'est pour l'individu. Un animal, pour moi, c'est un être vivant. J'ai les discours, hein. Ouais, mais la plante, elle vit aussi. Oui, mais sa fonction première, c'est ça, c'est de nous donner, ne serait-ce que respirer. Voilà. Mais voilà quoi. Moi, je pourrais pas. Ok. À quoi ressemble ton régime alimentaire? Alors, je me supplémente énormément. La protéine, déjà, c'est un défaut de langage. On dit qu'on a besoin de protéines. On n'a pas besoin de protéines, concrètement parlant. On a besoin d'acides aminés. Et les acides aminés, en fait, c'est les briques et le ciment qui forment l'être humain. On va manger de la protéine et le corps, il va la synthétiser, il va la transformer en acides aminés. Donc, concrètement, on n'a pas besoin de protéines, on a besoin d'acides aminés. Sachant cela, il y a quand même des acides aminés qui sont essentiels, que le corps ne peut pas produire, qu'on va retrouver dans l'alimentation. Tout ce qui est fruits et légumes, il y a de la protéine de partout. Dans la viande, dans le lait, dans les végétaux. Sauf que dans les végétaux, elle est en moindre quantité. Alors, ils ont diabolisé le soja par rapport aux oestrogènes, sachant que les oestrogènes, il y en a de partout. Il y en a dans les lentilles, il y en a dans l'ail, etc. C'est pour ça qu'il faut manger riche, varié et sain. Il faut manger de tout. C'est pas le fait de manger que de la viande, que des abats, par exemple. Les abats, ils sont riches en tout ce qu'il y a dans la moelle osseuse, tu vois, j'ai oublié le terme exact, mais c'est riche en nutriments. C'est pas en ne mangeant que des abats que tu vas développer ton taux de testostérone. Le trop tue le trop. C'est pas en mangeant que du soja que tu vas te nourrir. Parce que dans le soja, en fait, il y a tous les acides aminés dits essentiels. Les BCAA, les fameux BCAA. Oui. Ou les EAA, les acides aminés essentiels. Donc, je me supplémente énormément. Aujourd'hui, il y a des sites qui font des produits très bons. Pour les véganes, il y a beaucoup de sportifs qui sont véganes. Et je ne vais pas faire de publicité, hein, mais il y a beaucoup de sites qui font des très bons produits pour les véganes. Et en fait, je me supplémente énormément, tout simplement. Alors, je prends de la créatine, sachant que j'en prends depuis l'âge de 16 ans. Ok. À l'époque, à mon époque, hein, la créatine était considérée comme un produit dopant. Sachant que les footballeurs en prennent, les rugbyman en prennent, les boxeurs en prennent, tout le monde en prend. Et à un moment, ils ont vu que, bon, c'est vrai, on va arrêter la connerie en France. Hein. On va arrêter de dire des conneries, la créatine n'est pas un produit dopant. Surtout que le corps produit de la créatinine, mais à moindre quantité. Avoir une supplémentation en créatine, c'est excellent. Sachant que c'est le produit où il y a eu le plus de recherches scientifiques, c'est la créatine. Donc je prends de la créatine, je me supplémente en protéines. Alors protéines, ça va être soja, riz, pois. C'est un mélange de 3 protéines pour ne pas être que sur du soja. Parce qu'il faut varier, hein, que ce soit en complément ou dans l'alimentation, il faut varier. Je prends des acides aminés, BCA et EAA. Okay. Et je prends d'autres produits, je dirais naturels, comme l'ashwagandha, le tribulus terrestris, etc. Plein de produits comme ça, que j'achète chez un naturopathe, chez un herboriste. Voilà, c'est des produits vraiment naturels, 100%. Tout ça, bien sûr, ça a un coût. Et je vais faire un rebond là-dessus sur la vitamine B, surtout la B12. Alors, on nous a dit que tous les véganes étaient en manque de B12. Il y a des personnes qui sont au Tibet, qui sont véganes, ils n'ont pas de carence en B12. Ils sont vraiment véganes. Et sachant que la vitamine B12, c'est une bactérie. Sachant que les carences en vitamines, en oxydants, c'est pas la vitamine B, c'est le fer et la vitamine D.
Donc on nous a diabolisé comme quoi il faut prendre de la B12 parce que si tu manges pas de viande, etc., tu auras des problèmes. Non, c'est faux, c'est faux. Bien sûr, il faut avoir une alimentation équilibrée, on est d'accord, hein. Il y a un peu de vitamine B12 dans la spiruline, par exemple, mais cette B12 n'est pas bien assimilée par le corps. Donc il faut se supplémenter en vitamine B12. Ok. Donc moi je ne prends pas que de la B12, je prends tout un complexe de vitamine B, sachant qu'il n'y a pas une vitamine qui est meilleure qu'une autre. Si ce n'est la vitamine A, qui va permettre la synthétisation de toutes les vitamines, mais il faut du magnésium, il faut du zinc, il faut de la vitamine B, C, D, K, E, etc., etc. Ok. Tu pèses combien à l'heure actuelle? Je pèse 86 kilos. 86 kilos de muscles, hein, je précise de muscles. Ça se voit. De muscles. Après, moi, je suis pas objectif, je me vois pas, tu vois. J'ai l'habitude de me voir, je veux dire. Donc, je suis pas objectif, mais des fois, petite anecdote, j'avais des t-shirts M il y a 2-3 ans. Ok. Et puis là, je les ai refilés à ma femme, quoi. Parce que je disais, non, mais ça va pas, on va dire, je suis un Chip and Dale, je frime et tout. Je m'entraîne 5 fois à 6 fois par semaine. 5 à 6 fois par semaine. Et mes séances, elles font entre 1 heure et 1 heure et demie. D'accord. Le matin, je le compte pas comme un entraînement. Parce que le matin, c'est une routine de réveil. D'accord. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais Surya Namaskar, la salutation au soleil. C'est des postures, on va dire, géométriques du corps pour pouvoir le mettre en condition de réveil. Surya Namaskar, pourquoi? Parce qu'on l'a fait face au soleil levant. Ensuite, je fais pas mal d'étirements pour continuer dans la continuité de Surya Namaskar. Je fais des pompes, des dips, des tractions entre 15 et 20 à peu près. Ok. Et après, je fais 15 minutes de méditation où je m'assois, je fais le silence. Donc récapitulons, tu te lèves à 3 heures, entre 3 et 4 heures. C'est ça. Quelle est la première chose que tu fais dans ta journée? Je fais un message de gratitude, je dis merci, merci à la vie. Ok. Merci, voilà, je dis merci. Très bien. Ensuite, routine... Avec le sourire, je précise. Routine d'entraînement, d'étirement. Voilà, étirement, entraînement, je mange rien, je bois rien avant. Ok. Tu te lèves, je me lève, tu commences ta routine. Direct, voilà, direct. Je prépare juste mon thé que j'ai mis la veille à préparer. Du café vert du moins, c'est du café vert avec des fleurs d'hibiscus, des feuilles d'hibiscus que j'ai laissé toute la nuit tremper, parce que je bois pas de café, je bois que du café vert. Donc je le mets au bain-marie, à feu doux, comme ça, c'est pas au micro-ondes, je suis pas pour le micro-ondes. J'en ai un de micro-ondes, hein, mais je l'utilise très rarement, très rarement. Je mets au bain-marie, comme ça, ça me laisse le temps de faire toute ma routine. J'en ai pour une bonne demi-heure, de routine, voilà. Et après, je mange. Alors, je mange beaucoup. Je mange beaucoup le matin. Pour avoir de l'énergie, justement, pour tenir jusqu'à 10h, 11h, à ma première pause, où j'aurai une petite collation. Je mange beaucoup. Donc, je mange... c'est aléatoire, hein, mais je mange beaucoup le matin. D'accord. Du tofu, un burger, des frites, tu vois. Voilà, quoi. Un dessert avec une pomme, une banane, mon shaker de protéines, mes compléments... Et let's go dancing. Le sport pour moi, c'est vraiment le pilier de base pour être bien dans sa vie. Comme se brosser les dents, il faut faire du sport, il faut être dans l'action. Pourquoi? Parce qu'il y a une reliance qui se fait entre le corps, l'âme et l'esprit. On dit bien le corps en premier. On ne dit pas esprit, âme, corps. On dit toujours le corps, l'âme et l'esprit. Qu'on y croit ou pas, c'est le corps en premier. Donc le corps, c'est vraiment l'outil qui va te permettre d'être dans les meilleures conditions. C'est pourquoi, en fait, c'est pour ça que je suis coach, pour vraiment partager parce que pour moi, ça coule de source. J'en suis la preuve vivante. Je vais avoir 52 ans. Personne n'arrive à me donner mon âge. Personne. Hein. Je dis bien personne. Quand je dis mon âge, les gens me disent, elle est où la caméra? C'est pas vrai. J'ai un peu de poils blancs, tu vois, mais c'est pas... là, j'ai la casquette, mais j'ai pas de cheveux blancs, tu vois. Donc, c'est clair qu'il y a l'épigénétique, il y a la génétique qui joue un rôle, mais il y a l'épigénétique qui vient réconforter ce que je suis en train de te dire, c'est-à-dire que tu peux bien vieillir. Tu vas pas rajeunir, parce qu'on y va en descendant, mais tu vas pas mal vieillir. Donc ça passe par le sport.
Il faut que le corps soit en bonne condition. L'alimentation aussi. Mais voilà, l'épigénétique, en gros, il a été prouvé que les télomères, c'est les connexions neuronales. Avant, on disait tu perds des neurones chaque jour de ta vie, tu perds des neurones. C'est faux. Il a été prouvé scientifiquement que les télomères, c'est les connexions neuronales. On les stimule, en fait, avec une activité sportive, mindset constructif, alimentation saine, etc., etc. Donc tout ça, ça passe par le sport. Donc le pilier, je réitère, je maintiens, je persiste et je signe, c'est le sport. Il n'y a pas de sport meilleur qu'un autre. Que ce soit de la boxe, de l'athlétisme, du football, il faut être dans l'action. Il ne faut pas être dans la réaction. Voilà, moi c'est vraiment ce que je voudrais dire. Et puis il y a quand même un côté, entre guillemets, un coup de gueule. C'est que par rapport au réseau, il y a beaucoup de personnes qui jugent les gens par rapport à l'apparence. Donc, ils veulent être plus musclés que le mec musclé naturellement. Donc, ils vont prendre des produits dopants. Ouais. Ça, je suis totalement contre. Je trouve ça ridicule, c'est super dangereux. Tu as déjà eu des élèves qui consommaient des produits dopants? Oui, mais après, chacun fait ce qu'il veut. Chacun est maître de son corps, on est le maître de notre corps. Mais c'est très mauvais pour le corps, c'est très très mauvais. Quel message tu passerais à quelqu'un qui consomme des produits dopants aujourd'hui et qui n'est peut-être pas conscient des répercussions derrière? Tu veux vivre longtemps? Arrête ça. Parce que c'est tellement banalisé de nos jours. Y a des personnes qui en meurent tous les jours. Il y a des personnes qui meurent parce qu'ils prennent des stéroïdes. Ils se piquent. T'es un drogué. Certes, tu le fais pour ta passion. Il y a des personnes qui sont suivies médicalement parce que c'est des professionnels qui l'ont fait. Mais c'est très, très, et je mets encore, très dangereux. C'est très dangereux. On vieillit mal. À part des personnes qui ont un compte en banque bien blindé, qui ont fait ça, elles vieillissent entre guillemets bien. Mais pas aussi bien que ça. Parce qu'on ne nous dit pas tout. On ne nous dit pas tout. Je vais prendre l'exemple de Schwarzenegger. C'est une idole pour moi. C'est un mec, il est vraiment... Mais voilà, il en a pris beaucoup. Et pour contrebalancer ça, il a fait un reportage sur le véganisme. Donc, quand tu arrives à lire entre les lignes, voilà. Lui, il a été gouverneur, donc il a eu les moyens de se soigner plusieurs fois. On ne va jamais nous dire, Schwarzenegger est allé se faire opérer parce que si, ça, nanani. Et puis quand il prenait ses produits, il ne prenait pas n'importe quoi, il n'allait pas sur Internet, tac, commandait, il se faisait ses dosages tout seul, tu vois. Il y a beaucoup de personnes qui en meurent, il y en a qui meurent tous les mois, il y a toujours un gars qui est plus ou moins connu, un influenceur, pardon. Et puis les gens ils vont dire ouais putain, il est mort, il a voulu faire son squat maxi, ou bien il est mort, il a fait ci, il a fait ça. Mais personne vit sa vie. Personne vit sa vie. C'est des gens, ils sont tristes. On n'est pas dans leur tête. Ils sont pas dans leur corps, ils sont pas dans leur tête. Et on n'est pas dans leur tête pour savoir ce qu'ils vivent, mais ils sont tristes. Ils sont pas en harmonie avec ce qu'ils sont. C'est une apparence, comme on en parlait tout à l'heure. C'est une apparence. Extrêmement important. On commence à vivre pour les autres et plus pour soi-même. Et ça, c'est dommageable et c'est dommage parce que ça véhicule une mauvaise image pour le petit jeune qui arrive, qui est là, qui regarde sur Internet, il dit « Ah ouais, moi je vais être musclé comme lui. Ah ouais. » Alors que c'est pas naturel. C'est loin d'être naturel. Donc, ce que tu gagnes en muscle, tu le perds au niveau de la santé, tu perds des années de vie. En fait. Des années de vie, ouais. Et puis dans quelles conditions? Tu peux mourir plus jeune, mais tes dernières années de vie seront peut-être catastrophiques. Tu vois, il y a Ronnie Coleman, pareil. J'ai une grande estime pour cette personne. Mais qui voudrait vivre la vie qu'il vit aujourd'hui, à l'instant T, maintenant, là? Le mec, il prend des produits et des produits pour pouvoir anéantir, détruire la douleur qu'il supporte. Certes, il a été champion Mister Olympia, on l'appelait le policier. Je sais pas si tu vois qui c'est Ronnie Coleman. C'est le mec, il était tanké de dingue. Bien sûr. Il levait des tonnes et des tonnes, le mec. Mais à quel prix? À quel prix? Maintenant, si pour lui, il était heureux, why not? Mais qui voudrait vivre aujourd'hui, là, à l'instant T, ce qu'il est en train de vivre? Personne. Personne. Faut voir sur le long terme. Voilà. Donc, faut voir sur le long terme. Moi, si j'ai vraiment... Je suis une personne très constructive, tu vois, j'enlève toutes les négations de ma bouche. J'essaye d'être vraiment positive. Mais il faut être conscient de ça. Donc,
c'est un message positif. Il faut un peu choquer les gens. Ne prenez pas de produits comme ça. Pour faire une compétition, pour gagner quoi? Même pas 500 €. Une coupe avec une médaille en chocolat. Arrêtez vos conneries. Tu vois? Donc, voilà quoi. Moi, ce que j'aime particulièrement avec toi, Philippe, c'est que tu es vraiment profondément attaché au ressenti que tu peux avoir de ta propre vie. Tu es connecté à tes sensations et tu sais ce qui est bon pour toi, ce qui ne l'est pas. Moi, ce que j'aimerais qu'on parle de cette petite voix dans notre tête qui nous souffle des messages. Des fois, on va nous conseiller d'aller plutôt dans cette direction ou plutôt dans celle-ci. Et tu as toujours cette voix qui te dit « Non mais, est-ce que tu es vraiment sûr de toi ?» On peut l'appeler l'instinct, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler le souffle de vie. On lui donne le nom qu'on veut pour pouvoir la comprendre. Parce qu'on l'écoute, hein. Mais est-ce qu'on la comprend? Il faut être connecté avec soi-même. Donc pour être connecté avec soi-même, il faut vraiment être en osmose. Et ça passe, je le dis encore une fois, sur la cohérence cardiaque. Cerveau-cœur, parce que le sentiment et la pensée ne se rencontrent pas. C'est impossible, c'est impossible. C'est comme un arbre, il y a une circulation, la sève monte, l'autre la sève descend. Le sentiment et la pensée, c'est pareil. Ils ne peuvent pas se rencontrer, ils ne se rencontreront jamais, jamais. Par contre, il faut être conscient de ça. Pour ça, j'aime bien le mot conscientiser. Donc, pour conscientiser tout ça, il faut faire de la cohérence cardiaque, de la méditation, pour pouvoir être connecté à son être intérieur. Quand ta petite voix, elle te parle, tu vas dire, ok, je vais l'écouter. Ou bien, pourquoi elle me dit ça? C'est pour ça que j'aime dire, on a tous la graine en nous. On a une graine en nous. Elle demande qu'à germer. Mais il faut bien l'arroser. Tu vois? Et si tu l'arroses pas bien, en fait, tu vas faire un arbre pourri. Les racines, ça va... C'est pour ça qu'on dit les fruits ne tombent jamais loin de l'arbre, tu vois. Donc, pour que ça émerge quelque chose de constructif, de positif, de lumineux, j'ai envie de te dire, il faut surtout rester honnête avec soi-même, ne pas se mentir à soi-même, ne pas faire ça pour un tel ou pour faire plaisir à l'autre. C'est difficile dans le monde où on vit, mais il ne faut pas écouter les parents, par exemple. Ou bien ceux qui nous aiment plus précisément. Ceux qui nous aiment, ils vont nous dire « Ouais, mais si tu fais ça, tu sais, tu risques d'avoir ça. » Mais c'est en fonction de sa perspective à elle, de son vécu à elle, tu vois. Il faut arrêter de penser que la réponse vient de l'extérieur. Et donc, c'est pour ça, les réponses, elles sont en nous et nulle part ailleurs. Elles sont dans aucun podcast, elles sont pas dans ma bouche, elles sont pas chez un président, dans un bouquin. C'est pour ça, Jiddu Krishnamurti, il disait « La vérité est un pays sans chemin ». Il y a une vérité, la vérité ultime. Mais cette vérité, personne ne l'a. Personne. Personne. C'est pour ça, sur certains podcasts, il y a des gens, ils prétendent détenir la vérité. Mais la vérité ultime, personne ne la détient. Personne. Ça n'existe pas. Parce que ici, on est de passage. Et le passage qu'on est là, il faut le faire d'une manière humble. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut que le pas soit sage. C'est le passage, en fait, tu vois. Il faut vraiment que ce soit cool. Il ne faut pas être dans l'énervement, Et pour ça, encore une fois, ça passe par la respiration parce qu'on ne sait plus respirer. On respire tous avec le thorax alors qu'il faut respirer avec le ventre. Un bébé, il respire avec le ventre. Le bébé, tu vas voir, quand il respire à sa naissance, il respire avec le ventre. Et une fois qu'en grandissant, en fait, on rentre dans le mental, dès qu'on sait qui est le je de ce qu'on nous a donné, pas le je de qui je suis réellement, tu rentres dans le conditionnement. C'est pour ça qu'on est tous conditionnés. D'où le truc qu'on a tous des blessures d'âme, des traumas, des blessures, j'aime bien le mot blessure d'âme, mais on va dire des traumas liés à l'enfance. Ouais. Et tu vois, il y en a, ça va être, j'ai eu un père violent, ma mère, elle m'a fait ci, mon frère, c'était lui le chouchou, ma sœur était vraiment conne, ou bien je suis fils unique ou fille unique, j'étais toujours tout seul, j'ai grandi tout seul. Tu vois, on a tous une blessure d'âme, un trauma. Et à moins d'être extatique, d'être dans l'extase, d'être vraiment en joie,
t'es obligé de souffrir pour comprendre. T'es obligé. Donc si on souffre pas, on ne va pas comprendre. Et pour ça, il faut faire preuve de discipline, de méthodologie, sans rentrer dans le mental. Tu vois, c'est paradoxal, hein. C'est paradoxal, hein. Mais il n'y a pas de voie, de chemin qui mène justement à cette conclusion, quoi. Excellent. C'est de plus en plus rare d'entendre ce genre de message et tu l'amènes d'une manière vraiment cohérente, simple, simplifiée. Pourquoi? J'ai envie de te dire, parce qu'il faut faire preuve de vulnérabilité. Si on ne fait pas preuve de vulnérabilité, en fait, on est dans le m'as-tu vu, dans le ouais, moi je suis. Tu vois, non, c'est de la connerie ça. Il faut admettre qu'on a besoin de pleurer, on a besoin de rire, on a besoin de crier, on a besoin de chanter. Tu vois, les gens ne rigolent pas assez. Les gens, ils sont tous déconnectés, ils sont sur leur téléphone ou bien dans leur occupation. Ah, faut que j'aille au travail, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça. Respire, mec. Cool. Keep cool. La vie, c'est un passage. Donc ce passage, en fait, qu'on y croit ou pas, après, il y a une autre vie. Là, on est en train de partager une information de notre vie. Cette information, elle reste. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette information? Et les générations après, qu'est-ce qu'ils vont dire de l'information qu'on a laissée, qu'on leur a léguée, de cet héritage, en fait? Et il faut faire preuve de vulnérabilité. C'est pour ça que les gens, ils ont peur de l'amour. Et le mot amour est un mot galvaudé. Parce que l'amour, pour moi, c'est la vie. Si je devais trouver un synonyme de l'amour, c'est la vie. Il n'y a pas de vie sans amour. C'est simple, c'est bateau, hein. Mais je ne suis pas dans le monde de l'angélisme. Hein. On n'est pas dans les cucuis, les petits oiseaux. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. Voilà, quoi. Non, franchement, je pense que ce message va aider beaucoup de personnes. J'espère. Parce que c'est le problème principal, selon moi, aujourd'hui. On est tous touchés à plus ou moins haute échelle. On a tous notre téléphone dans la poche. On a tous des conversations plus ou moins, on va dire, saines ou malsaines avec nos proches, avec les personnes que l'on aime. Et au final, la résultante de tout ça, c'est mais est-ce que l'on est aligné avec nos valeurs? Est-ce que l'on va pour nous dans la bonne direction? Est-ce que l'on vit pour soi avant de vivre pour les autres? Il y a des choses, il faut aider, il faut donner. C'est ça. Et comme tu dis, avant de pouvoir donner, il faut avoir. Avant de pouvoir conseiller, il faut être. Être dans la congruence, ça veut dire que tu dis ce que tu fais et tu fais ce que tu dis. Et tu le penses. Tu le penses, tu le fais pas parce que, on va dire quoi si je le fais pas alors que je l'ai dit. Non, les gens oublient c'est quoi la cohérence entre les dires et les faits. C'est pour ça que j'aime bien dire le savoir n'est pas la connaissance et vice-versa, tu vois. Mais oui, il faut être honnête avec soi-même. Et pour ça, il faut faire preuve d'honnêteté avec soi-même. Pour être honnête avec les autres. Le gars, il a envie de vivre la vie qu'il veut mener. La vie d'Aloca ou la vie de bouddhique, de moine, peu importe. Mais il faut qu'il soit honnête avec lui-même. Il ne faut pas qu'il le fasse par rapport à un autre. Et pour ça, il faut être vulnérable. Si la personne n'est pas vulnérable, elle va pas y arriver. Voilà, quoi. J'ai adoré cette conversation, Philippe. Franchement, merci beaucoup. C'est moi. Franchement, c'est moi. Avec un grand merci avec un M majuscule. Sincèrement, c'est enrichissant de partager, tu vois, parce que, comme tu le dis, il n'y a pas de hasard. Je sens que tu es une personne magnifique, entre guillemets. Je ne dis pas ça pour te caresser dans le sens du poil. Il y a quelque chose. Je suis abonné à très peu de chaînes sur YouTube. Et pour que j'arrive à écouter toutes tes vidéos, en plus j'ai mis la cloche, tu vois, donc il y a quelque chose. On en a parlé. Tu as quelque chose. Ne lâche pas, reste comme tu es. Et puis voilà, quoi, continue. Et puis fais preuve de congruence comme tu le fais. Excellent. Merci beaucoup, Philippe. C'est moi. Un grand merci au nom de toute la communauté. Je pense que tu en aideras, on aura aidé beaucoup plus. J'espère. Beaucoup plus d'un. Et avec ton discours, tous tes enseignements, ton vécu, ton expérience. Merci beaucoup. Et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Merci.